Donc, ouais, écoutez, bienvenue tout le monde. Donc, vous assistez aujourd'hui à un panel des incubateurs quantiques qui forment entre eux un consortium des incubateurs en technologie quantique. Donc, je suis chargé de projet pour ce consortium-là. Donc, je travaille avec Jacques, Richard, Simon et Valérie à travers les différents projets du consortium. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous inviter à me contacter si vous avez la moindre question. Donc, ce qui se passe, c'est que dès qu'un de ces consortiums-là reçoit un dépôt, est en discussion avec une des startups qui développe ou qui est en lien avec les technologies quantiques, je suis dans la boucle, je suis impliqué. Donc, je fais partie de la discussion. J'organise des activités aussi. J'assure un suivi avec ces startups-là. Je les aide à appliquer à des programmes gouvernementaux. Donc, je suis vraiment là en support à ces startups-là en technologie quantique. Donc, si vous avez la moindre question, que ce soit pour les startups établies, que ce soit en amont, si vous avez une idée de fonder une startup, n'hésitez pas à me contacter. Moi, ça va me faire plaisir de vous aider. Je travaille directement avec les 4 incubateurs. On est là pour offrir le meilleur service possible à toutes les startups en technologie quantique à travers ce consortium-là. Donc, en attendant aussi que André se connecte, je vais peut-être non pas commencer à sa place, mais peut-être présenter ce qu'il voulait. Donc, parce que moi, j'ai un document devant moi là. Donc, en fait, je peux demander aux différents incubateurs de se présenter en quelques minutes. Donc, on peut commencer par Valérie, qui est directrice de Quantino. Oui, bonjour. Merci d'être présent aujourd'hui. Donc, Quantino, c'est un incubateur basé à Québec qui a ouvert ses portes en septembre dernier. Donc, on est un incubateur créé et propulsé par Inno. On s'inscrit en haute technologie. Donc, à Québec, on est le seul incubateur accélérateur à s'inscrire dans les deep tech, communément appelés haute technologie en français. Et nous travaillons principalement en optique photonique, technologie quantique et hardware. Notre particularité, c'est d'avoir des infrastructures à disposition. On a des laboratoires partagés et on a accès à de l'expertise technologique et scientifique sur place grâce notamment à notre proximité avec Inno. Donc, merci beaucoup, Valérie. André, je crois que tu t'es connecté avec nous. En tout cas, Ouais, il a moi, je te fallu, vois. Ouais, OK, ben si tout le monde me voit, il a vraiment fallu que je me déconnecte puis que je me reconnecte. J'ai aucune explication à donner. J'étais transféré dans un no man's land quelque part. Donc, où en êtes-vous? Valérie, tu t'es présentée, c'est ça? Mhm. C'est ça, on est rendu là. OK. Donc, je vais vous Euh, laisser à ce Ben, moment-là. à ce moment-là, je vais reprendre ça du début, là. J'avais un petit mot de bienvenue aux participantes et aux participants pour cette discussion sur le monde des startups en haute technologie et en quantique. Je me présente André Fougère, vice-président innovation et technologie à l'Institut national d'optique. Et puis, d'entrée de jeu, je tiens à souligner que l'événement est rendu possible par le soutien de Québec Quantique, le COPL, l'INTRIC ou Institut transdisciplinaire d'information quantique, NUMANA, et aussi ISEC, l'industrie des systèmes électroniques du Québec. Et puis, on a une belle assemblée aujourd'hui, plus de 70 participants, à peu près 25% sont des étudiants, la majorité sont des représentants de PME. Donc, merci à tous d'être là, puis bravo pour l'intérêt démontré sur le sujet. Nous recevons aujourd'hui, pour ce 4e volet là, de Perspective Quantum, qui est le dernier de la saison avant l'automne, 4 représentants d'incubateurs et accélérateurs en quantique et en haute technologie du Québec. Et puis, vous avez entendu Mme Valérie Henner, directrice de Quantino, qui s'est présentée. Donc, à partir de là, je reprends le collier, puis je vais demander à M. Jacques Lajoie de se présenter. En fait, Jacques Lajoie, directeur de A7, c'est un accélérateur à Sherbrooke. A7 a plus de 125 entreprises accompagnées en 10 ans. Donc, je vais lui demander de compléter ce survol-là avec peut-être nous parler de son organisation puis de ce qui la différencie. Merci André. Bonjour à tous. Effectivement, on est en place. Officiellement, nos opérations ont commencé en janvier 2011. On a accompagné beaucoup de projets, toujours dans le deep tech, comme Valérie, à Sherbrooke. L'ACET, c'est l'accélérateur de création d'entreprises technologiques. C'est issu de l'Université de Sherbrooke et on est sur le campus universitaire dans la zone innovation.
On a un modèle d'accompagnement très, très personnalisé, centré sur les entreprises. On n'a pas de cohorte. On a des entreprises qui peuvent rentrer à l'année longue chez nous, ce qui est intéressant. On adapte notre coaching et tout ce qui est et les besoins et les attentes de nos entrepreneurs en fonction de leur parcours. Et ce parcours-là, nous, on les prend de l'amorçage et on les emmène jusqu'à la commercialisation internationale. Donc, on a un parcours de A à Z, je pourrais dire. Et les particularités de l'asset, on a un service spécialisé en intelligence d'affaires qui est mis à contribution du consortium Quantique aussi. Et évidemment, on a notre propre fonds de capital de risque depuis de nombreuses années. Merci. Merci Jacques. Je passerai la parole à Simon. Simon qui est le directeur général d'Entrepreneuriat Laval, qui est un accélérateur qui fait partie du circuit entrepreneurial de l'Université Laval. Et puis, plus de 1000 compagnies accompagnées en 20 ans. Donc, en fait, on est un vieil incubateur, André, un vieil incubateur parce qu'on a été fondé en 1993 par le professeur émérite Yvon Gass à une époque très différente de celle d'aujourd'hui où le taux de chômage était à 13-14 %. Entrepreneur Laval, on est affilié à l'Université Laval, donc on est à Québec. On est, oui, c'est intéressant de le mentionner des fois. Il faut savoir qu'Entrepreneur Laval dessert la communauté universitaire de l'Université Laval, donc les étudiants, les diplômés, les membres du personnel. C'est notre mission première. Et donc, on accueille en fait en phase de validation, dans un programme de validation, de pré-incubation, des projets qui nous arrivent de toutes sortes de facultés. Donc, on est ouvert à tous les projets. Et on a un programme d'incubation par la suite où, effectivement, là, on amène les projets beaucoup plus loin dans leur processus de démarrage. On travaille en collaboration à Québec avec d'autres joueurs qui sont complémentaires, dont Quantino. Donc, on a disons, la chance à Québec d'avoir un écosystème assez serré et qui se parle fréquemment et qui collaborent ensemble. Donc, on peut nous voir un peu comme en amont de certains incubateurs plus spécialisés, si on veut, là-dedans. Alors, nous, actuellement, on est généralistes, mais on a également deux forces actuellement, TI numérique et également en amont et dans des TRL plus early, là, les innovations technologiques. Donc, je m'arrête là et on se reparle tantôt. Merci Simon. Le dernier, mais non le moindre, Richard Chénier, qui est le PDG de Santec. C'est un incubateur en haute technologie, évidemment, un des plus performants incubateurs universitaires au monde, situé à Montréal. Donc, Richard. Donc, effectivement, Santec, vieil incubateur, pas aussi vieux que Entrepreneuriat Laval, mais presque. Donc, depuis 96, le Santec existe. De 96 à 2015, c'était uniquement pour les étudiants d'ETS, mais depuis 2016, on est vraiment ouvert à tous les entrepreneurs, peu importe leur provenance. On a un focus, comme nos amis de Quantino et de l'Asset au niveau du Deep Tech. Comment ça fonctionne chez nous très rapidement? On roule à l'année, mais par cohorte. Donc, on a 3 cohortes d'accélération qui sont des programmes intensifs de 12 semaines qui démarrent en janvier, en mai et en septembre de chaque année. On retient à peu près une trentaine de compagnies par cohorte. Et par la suite, certaines d'entre elles vont se qualifier pour notre programme Propulsion, qui est un accompagnement personnalisé sur une période de 2 ans, avec lesquels on travaille avec d'autres incubateurs. Actuellement, en portefeuille, on a à peu près une dizaine d'entreprises qui jouent avec le Quantique actuellement dans nos activités. Donc, voilà, nos services sont gratuits. On ne prend pas d'équité, on ne prend pas de pays. Et on a ajouté tout récemment le fonds Boreal Venture qui nous permet d'investir plus tôt, comme avec le fonds de l'Asset, dans certaines compagnies en démarrage à fort potentiel de croissance. Merci Richard, puis merci encore à vous 4 d'avoir accepté de vous joindre à nous aujourd'hui. Le reste de la session se divise en 4 sections, là. Donc on va explorer différentes facettes de l'interaction avec que les startups peuvent avoir avec les accélérateurs incubateurs. Donc la première section, c'est de chercheurs à entrepreneurs.
Donc, d'entrée de jeu, je pose la question suivante à mes panélistes. Évidemment, vous avez tous vu passer un bon nombre de propositions d'entreprises venant d'entrepreneurs, plus ou moins expérimentés, plus ou moins jeunes. Nous ne pouvons pas tous les accueillir. Vous devez choisir. Je comprends qu'il y a des comités de sélection dans ces organisations-là. Donc, première question, comment savez-vous si quelqu'un qui se présente comme entrepreneur, puis dans ce cas-ci, pour le premier volet, c'est un étudiant ou quelqu'un issu du monde académique. Donc, comment vous repérez ce qu'il faut pour devenir entrepreneur? Quels sont les signes, les indices, les forces, les attitudes requises que vous recherchez? Qui veut prendre la parole en premier? Vous levez la main si... Je peux peut-être commencer. Il y a un point qui est très, très important lorsqu'on rencontre les jeunes entrepreneurs. Et quand je dis jeunes, ça ne veut pas dire nécessairement en âge, mais ceux qui veulent lancer une entreprise, ça peut se faire à tout âge. Il y a des points importants. Souvent, on va considérer peut-être un peu trop le projet techno. On regarde ça. Oui, c'est important, mais il y a des qualités humaines qu'on recherche chez nos entrepreneurs. Il faut qu'ils soient coachables. Il faut qu'on sente qu'ils soient coachables. Ça, c'est le point primordial. S'ils ne le sont pas, c'est difficile de les emmener avec nous. Autre point, l'entrepreneuriat, il y a des hauts et des bas. Et il faut être prêt à être très, très tolérant au stress et je dirais aussi être prêt à prendre des risques. Parce que si on n'a pas cette vision-là, si on est quelqu'un qui est très, très insécure, ça risque d'être difficile. Donc, on essaie de voir ça dans les entrevues de recrutement qu'on fait. C'est un point qui est extrêmement important pour nous. Puis aussi, parce que je vais en laisser à mes collègues, je vais peut-être en nommer juste un dernier point qu'on considère important, il faut qu'ils soient à l'écoute. Et ce que j'entends, c'est que oui, les gens sont souvent très, très intéressés à nous parler de leur projet, mais il faut qu'ils prennent aussi le temps d'écouter. Et écouter, c'est des interrogations qu'on peut se poser, c'est des précisions qu'on veut avoir, mais il faut être prêt à laisser du temps aux gens à dire, regardez, est-ce que ça va? Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on peut aller plus loin? Donc, la question d'écoute, ça se joue tout au long du parcours. Pas juste au début, mais si on ne l'a pas au début, ça risque d'être dur par la suite. Donc, je vais commencer par ces 3 points-là. Je vais laisser mes collègues poursuivre. Oui, Valérie. Pardon, merci. Moi, je pourrais ajouter à ça, effectivement, on a probablement un peu tout ce prérequis de coachabilité, comme on dit en bon français. Mais en ce qui nous concerne chez Quantino, puisqu'on a des laboratoires et on a des infrastructures qui viennent appuyer le développement des produits, à cela, nous, s'ajoute le prérequis d'être en TRL 4 ou la preuve de concept. Donc, c'est pour ça que souvent les chercheurs ou ceux qui proviennent des milieux universitaires ont souvent travaillé très longtemps dans les laboratoires de l'université avant d'être prêts à s'en venir chez nous, ou encore ils vont passer par Entrepreneuriat Laval la plupart du temps pour être référés ensuite pour s'en venir chez nous. Ça prend non seulement un TRL 4, donc une preuve de concept, mais il faut aussi avoir un modèle d'affaires. Donc, si il ne s'agit que d'un projet de recherche très, très technologique, on va encourager l'entrepreneur à s'adjoindre un coéquipier qui est plus business pour être capable de compléter son équipe puis d'être en mesure de créer un produit, commercialiser un produit et non pas toujours être dans une boucle de recherche et développement. Merci Valérie. Ça fait 2 fois que j'entends le mot coachable. Est-ce que quelqu'un veut définir un peu plus pour nos participants étudiants? Là? Peut-on qualifier un peu ce qu'on entend par coachable? Mais coachable, c'est si on veut travailler avec des entrepreneurs qui sont prêts à remettre certaines dimensions en question par rapport à leur entreprise. Donc, s'ils pensent qu'ils ont réinventé le bouton à 4 trous puis que tout leur plan de match est clair, ça sert à rien de venir travailler avec un incubateur. Ce qu'on veut, c'est de leur faire voir des angles morts, questionner des éléments importants de leur entreprise. Parfois, ils ont raison de maintenir leur point, mais si on pose la question, mais c'est parce qu'on veut aussi
savoir s'ils se sont posé la question et s'ils ont des réponses par rapport à ces questions-là pour qu'ils puissent se faire une tête. Tu sais, il y a toujours le défi quand on travaille avec des entrepreneurs sur l'équilibre entre jusqu'à quel point j'écoute mes coachs puis jusqu'à quel point je m'écoute. Tu sais, les coachs, les mentors, etc., nous autres, on est là pour challenger, pour accélérer le développement de l'entreprise, tandis que l'entrepreneur, lui, est là pour se poser les bonnes questions puis d'y apporter des réponses. Et des fois, ce que le coach ou le mentor pense, il est peut-être dans le champ aussi. Mais sauf que d'avoir posé la question amène l'entrepreneur à vraiment explorer des dimensions de sa compagnie puis à un moment donné de se faire une idée claire. Ce que je pourrais peut-être juste ajouter, puis après ça, je vais laisser un peu de place à Simon. Nous autres aussi, ce qu'on regarde, c'est on regarde des gens qui sont tombés en amour avec des problèmes, pas avec des solutions. Tu sais, parce que on vend pas de la technologie à l'industrie, au marché. Tu sais, on est aujourd'hui dans une table ronde quantique. Du quantique, ça se vend pas. Ce qu'on vend, c'est des solutions qui sont adaptées à des problématiques qui sont là. Donc, en quoi la technologie va venir apporter des solutions à un problème très précis. Et nous, quand on regarde des entrepreneurs, c'est ça qu'on veut voir. Est-ce qu'ils ont identifié un problème, ce qu'on appelle en bon français le pain point? Plus le pain point est gros, plus le potentiel est intéressant. Puis après ça, mais par rapport à la solution que tu apportes, mais c'est quoi les différentes alternatives qui existent par rapport à ce que tu vas amener au marché? Et ça, mais s'il y a une adéquation entre ces deux éléments-là, mais là, on voit ça intéressant de travailler avec ces entrepreneurs-là. Donc, puis c'est un défi, justement, souvent, quand on est issu de la recherche, c'est que des fois, l'aspect technologique est important, mais parfois, des fois, un petit peu trop au détriment du produit puis du marché. Oui, Moi, Simon. Je compléterais, en fait, j'endosse totalement tout ce qui a été dit. Là, évidemment, on est tous là-dedans. Là. Je rajouterais 3 points très rapides. La première chose, c'est qu'il faut quelqu'un qui soit dans l'action. Ça prend quelqu'un qui va sortir de l'immeuble, qui va rencontrer des gens, qui va avoir de la facilité à justement établir des contacts avec les clients éventuels pour trouver le product market fit le plus vite possible, des partenaires, des employés, des fournisseurs. Ça prend une certaine capacité d'interagir et d'établir des liens d'affaires. Je pense que ça, les entrepreneurs doivent avoir ça. Deuxième chose, je dirais, ça prend quelqu'un qui a une vision en quelque part aussi. C'est sûr qu'il faut qu'il soit coachable puis qu'il faut qu'il soit à l'écoute des conseils qu'on va lui donner puis qu'on va mettre sur sa route. Mais je pense qu'aussi, ça prend quelqu'un d'inspirant, ça prend quelqu'un qui va insuffler une vision à l'entreprise qu'il veut créer puis qui va être capable d'amener du monde avec lui, d'amener une équipe derrière lui puis de mobiliser ces gens-là derrière lui. Alors, dans la personnalité qu'on cherche, on veut des gens mobilisants qui vont être capables de faire ça. Puis, dernier point, je vais juste renforcer quelque chose qui a déjà été dit, mais un entrepreneur, on sait que c'est pas dans l'exécution, dans la construction de l'affaire que ça coince. C'est dans la détermination de construire la bonne affaire. Et ça, faut le mettre en partant dans la tête des entrepreneurs, particulièrement, je dirais, des scientifiques qui sont très axés sur leur technologie au départ. Il y a un ouvrage qui porte ce titre-là, c'est « Build the right it before you build it right ». Alors, toute la notion de savoir répondre à un vrai besoin, ça, c'est fondamental. Fait qu'il faut faire attention. Il faut faire attention de commencer dès le départ là, avec une bonne méthodologie. Merci à tous. On est parti en Lyon. Là, on est déjà sur. Puis je pense que c'est Richard qui a mentionné le mot défi. Donc, on sait que le premier défi, c'est d'identifier le bon problème. On peut continuer à travailler sur ce défi-là. Quels sont les autres défis, et y compris celui-là, qui attendent au tournant là, les jeunes entrepreneurs issus du monde de la recherche? Plus spécifiquement, sentez-vous qu'il y a une différence entre les jeunes entrepreneurs diplômés en R&D ou en physique ou en chimie ou autre versus d'autres entrepreneurs issus d'un autre parcours? Puis, si oui, peut-être nous donner un peu vos lumières là-dessus. Puis, quels sont les apprentissages les plus importants que les jeunes entrepreneurs issus du monde de la recherche là, vont venir chercher chez vous? Oui. Je vais commencer, si je peux me permettre. La oui, première chose, c'est
c'est de bien comprendre le rôle qu'on peut jouer dans l'entreprise aussi. C'est pas parce que tu as développé la solution que nécessairement tu seras le CEO de cette entreprise. Et ça, c'est important de comprendre les qualités puis la valeur ajoutée que la personne peut amener. Tu sais, je peux être un excellent CTO dans une compagnie. J'ai vu aussi des chercheurs qui étaient actionnaires d'une compagnie issus d'un produit qu'ils ont développé, mais ils sont même pas impliqués dans la compagnie. Ils amènent leur expertise technique, puis c'est une autre équipe qui a récupéré les projets, etc. Donc, il faut avoir une certaine forme d'humilité comme entrepreneur pour dire, mais c'est quoi la place, c'est quoi la valeur ajoutée que je peux avoir? Parce que quand on crée une Inc., on crée une personne, une entité morale. Donc, cette entité morale-là, je veux son bien-être en premier, là. Donc, comment je m'assure qu'elle doit être bien répondue? Et souvent, le trio parfait, c'est quelqu'un de très fort au niveau technologique, au niveau produit, quelqu'un de très fort au niveau vente et marketing, puis quelqu'un qui va être très fort au niveau opération, gestion de l'entreprise, etc., finance, de manière à ce que le trio parfait mais puisse réaliser les objectifs de la compagnie. Et ça, donc, c'est la première affaire, l'humilité puis le rôle que je vais jouer dans la compagnie, c'est un premier challenge. Excellent. J'aime bien le point de vue de la personne morale qu'on essaie de mettre au monde. Là. Je trouve ça intéressant. Est-ce que quelqu'un d'autre veut rajouter? Je vais amener un élément. Tu sais, quand on part d'un chercheur, d'un étudiant qui travaille sur un projet de recherche avec un prof, on est souvent dans la dynamique d'une découverte qui est faite et on est des fois dans la dynamique où cette découverte-là, on est à la recherche d'une application commerciale, industrielle. Alors, si on est dans ça, on est alors dans une forme de solution qui est à la recherche d'un problème. Et ça, c'est des fois dangereux de sticker sur cette technologie-là, de absolument trouver un problème à résoudre avec cette technologie-là. Donc, on est beaucoup dans le push. C'est des défis qui sont différents que lorsque on a établi au départ clairement un besoin dans le marché et pour lequel là on se met en mode design d'une solution. Alors je dirais que le défi, il est peut-être circonstanciel pour le chercheur qui à la base est collé sur une découverte et non pas sur un besoin auquel il vise à répondre. Alors, il faut revirer ça de bord, puis là, c'est là que l'arrimage entre la découverte, la valorisation, le développement d'une technologie basée sur cette découverte-là, c'est tout un processus qui est particulier au monde de l'entrepreneuriat qui émane de l'innovation là, dans un labo. Fait que ça, c'est des défis, je trouve que ça amène d'autres types de défis. Donc, c'est vraiment un changement de perspective. Oui, Valérie, désolée. Oui, non, mais je t'en prie. C'est que la personne issue de la recherche puis de l'université va avoir, par ailleurs, le grand avantage d'avoir ce réseau scientifique-là d'attaché. Puis souvent, il y a beaucoup d'attractions en interne dans le milieu universitaire. Si cet entrepreneur-là décide d'en faire un produit, c'est parce qu'il a senti une certaine adhésion à ce qu'il est en train de faire. Et là, son défi n'est donc pas de convaincre sur la pertinence du développement scientifique et technologique, mais plutôt d'ouvrir cette perspective sur le réseautage, le partenariat, le développement d'affaires. Et puis ça fait partie des premiers pas. Effectivement, comme disaient Richard et Simon, Jacques pourra renchérir après, mais le scientifique n'est pas nécessairement le CEO qui va devoir y avoir dans une entreprise qui croit. Alors, d'après moi, c'est le principal défi, c'est de s'assurer d'avoir tous les outils dans son coffre à outils pour que ce projet scientifique ou technologique qui a été, pour lequel il y a une forte adhésion pendant son passage à l'université devienne aussi attrayant pour des potentiels partenaires et potentiels financiers. C'est fort intéressant.
le point de passer d'une technologie et dire qu'il y a un besoin, je suis parfaitement d'accord avec ça, je suis parfaitement d'accord avec mes collègues. Et c'est un élément pas négligeable parce que souvent, on peut penser de développer la meilleure technologie au monde qui a des capacités incroyables, mais si les gens n'en ont pas de besoin, elle ne servira pas. Et vous allez avoir beaucoup de déceptions dans votre vie. Et un des défis des jeunes entrepreneurs que je vois souvent, c'est qu'ils ont eu beaucoup de succès dans leur carrière académique. Ils ont développé des choses. Et lorsqu'on tombe dans le monde des affaires, on s'aperçoit qu'on a souvent beaucoup de refus. C'est pas facile d'arriver à obtenir un financement. C'est pas facile de trouver un early adopter. C'est pas facile. Plein d'étapes ne sont pas faciles. Et on se fait souvent dire non. Donc, il faut avoir, comme on dirait, la couenne solide ou endurcie pour pouvoir affronter ces défis-là. Il y a beaucoup d'incertitudes lorsqu'on part d'une entreprise. On ne peut pas dire que 1 + 1 fait 2 en affaires. On ne sait jamais. Il y a beaucoup de changements. La pandémie est un exemple. Ça a changé complètement beaucoup de choses dans nos façons de faire et dans la façon de faire de nos PME aussi. Ce que je dirais aussi, il faut faire attention entre la passion que les jeunes ont envers leur technologie et le challenge des affaires. Il faut, et c'est là que Richard disait le big tree ou le trio, la notion d'équipe est excessivement importante. Et il faut être capable de travailler en équipe. C'est pas juste d'avoir les trois pattes, mais il faut être capable de dire que oui, on travaille ensemble, la techno est peut-être pas parfaite, mais il faut peut-être commencer à l'emmener sur le marché à un certain moment donné. Donc, cette notion-là, il faut que les gens soient capables de se parler et cette notion-là de travailler en équipe est excessivement importante. Les réseaux aussi, le réseau scientifique, oui, mais le réseau des affaires, puis après ça, ben, on peut penser à l'international, comment on va propulser notre techno. Il y a beaucoup d'éléments, c'est pas juste un réseau scientifique, ça peut aider, mais il faut être ouvert à demander de l'aide et être capable de dire qu'on n'est pas bon dans tout. On peut être bon dans un domaine, mais il faut avoir assez d'humilité de dire il faut qu'on s'entoure des bonnes personnes qui peuvent nous aider. Moi, j'ai 3 mots-clés, peut-être juste pour conclure là-dessus. 3 mots. Vente, vente, vente. Si tu veux monter une compagnie, ça prend des ventes. Donc, c'est ça la base d'une entreprise. Donc, oui, monter une équipe, d'être coachable, etc. Mais au final, c'est pas juste un trip techno, c'est qu'il faut qu'il y ait des clients au bout du compte. Donc, tout l'accent qu'on va mettre dans la commercialisation, puis s'il y a un des endroits où on doit travailler davantage au Québec, c'est vraiment là-dessus, la commercialisation de nos innovations technologiques. Donc, il faut jamais négliger ça, même très tôt. Il y a des gens la technologie avance tellement vite aujourd'hui qu'il y a des gens qui sont prêts même à acheter des prototypes de certaines technologies pour être ce qu'on appelle des primo-adoptants dans des processus. Donc, quand on trouve des partenaires stratégiques qui sont prêts à essayer des prototypes pour être capables d'avancer de leur côté, c'est le meilleur effet de levier qu'une entreprise peut avoir. Mais là, tu m'obliges à reposer une question, Richard, parce que tu as parlé de vente, ce qui est tout à fait juste, là. Mais tu as parlé que c'est au niveau de la commercialisation que c'est difficile. Est-ce que la commercialisation doit être pensée dès le début, bien avant qu'on commence à faire le prototype qu'on va essayer de vendre? Tout à fait. Tout à fait. Tu sais, quand je parlais tantôt, tu sais, l'importance d'identifier c'est quoi le problème, de savoir. Tu sais, puis dans le problème, il y a la définition du problème. C'est qui le vit, ça coûte combien ce problème-là, ces compagnies-là, puis etc. Comment moi je peux le résoudre? Parce que il y a une équation comptable bien plate, là, tu sais, puis des fois, là, je suis bien terre à terre, moi, comme personne. C'est qu'à un moment donné, si tu veux vendre quelque chose à une compagnie, il y a 2 choses qu'il faut que tu réussisses à faire ou un mix des 2. Soit que tu diminues ses coûts de production, ce qui augmente ses marges, ou soit que tu es capable d'amener cette entreprise-là à générer plus de revenus ou un mix des 2. Donc, à un moment donné, dans ton équation, il faut que tu sois capable de comprendre la problématique puis ses impacts. Et ensuite de ça, dans la solution, sur combien tu vas lui vendre, puis etc., ça va être quoi les répercussions pour le client? Parce que les entreprises, aussi grosses soient-elles, n'ont pas des budgets infinis
à acheter de l'innovation pour acheter de l'innovation. C'est qu'à un moment donné, elles ont des enveloppes budgétaires, puis quand elles décident de dédier une enveloppe budgétaire à un projet X, Y, Z, c'est parce qu'elles voient déjà pour elles son retour sur l'investissement d'une quelconque façon. Donc, les entrepreneurs technologiques, il faut qu'ils se mettent aussi dans cette dynamique-là de compréhension des lois du marché. Parce que c'est pas vrai, même si, puis Jacques le mentionnait tantôt, c'est quelque chose d'extraordinaire qui révolutionne le monde. Si la compagnie n'est pas capable de se le payer, puis elle voit pas un retour sur l'investissement dans une période X, ou n'est pas capable de générer plus de revenus, elle n'achètera pas de la technologie ou des nouvelles solutions pour acheter des nouvelles solutions. Il faut que ça fasse partie de son plan d'affaires à elle aussi. Donc, oui, à ta question, il faut définitivement avoir une compréhension de cette dynamique de marché-là dès le départ. Bon, en fait, mon point, c'est vraiment de faire ressortir le fait que la commercialisation, c'est pas la dernière étape du développement, mais ça fait aussi partie de la toute première étape. Jacques? Oui, pour renchérir là-dessus, André. À l'Asset, nous, un des premiers coachs, je dirais c'est dans les 2 premiers coachs à qui on fait appel, c'est notre coach en commercialisation. Avant même que nos entreprises continuent leur développement technologique. Parce que lorsqu'ils vont avoir sondé leur clientèle potentielle, ça peut changer tout le développement technologique qu'il peut y avoir par la suite. Et s'ils ne font pas ça, ils arrivent à la fin avec une solution qui ne plaît à personne, ils vont avoir dépensé beaucoup de temps, d'énergie et d'argent à quelque chose que le marché ne veut pas. Donc, si on veut éviter ce problème-là, il faut y penser dès le départ. Parfait. Ça m'amène à la deuxième section parce qu'il va falloir avancer un petit peu. Je vois le temps passer. On a commencé très en retard aussi. Encore une fois, désolé à toutes et tous. On va passer à la section 2. Puis dans ce cas-ci, on va aborder la perspective d'être employé à entrepreneur. Donc, est-ce qu'un employé peut devenir un entrepreneur? Est-ce que démarrer une carrière d'entrepreneur à tout âge, c'est possible? Est-ce qu'une fois une carrière entamée, c'est possible de passer du statut d'employé à celui d'entrepreneur? Qu'est-ce que vous conseilleriez ou proposeriez à ceux qui y pensent puis qui sont en entreprise? Puis je dirais, la majorité des participants présentement sont des gens déjà employés quelque part. Donc, conseils, propositions? Valérie? Simon, oui. Je pensais que Valérie voulait parler. Il y a un avantage à avoir quelques années d'expérience sur le terrain. On sait que les très, très jeunes entrepreneurs inexpérimentés, statistiquement, réussissent un peu moins que les personnes qui ont une dizaine d'années d'expérience sur le marché du travail. Il y a une connaissance de leur secteur d'affaires, il y a une connaissance... il y a une exposition à des besoins qui peuvent être non comblés. Et tout ça, ça peut être positif. Il y a des défis qu'une personne qui est en emploi depuis 10-15 ans, avec des obligations financières, familiales et tout, va nécessairement, pratico-pratique, là, peut-être se trouver dans une situation un peu plus difficile qu'un étudiant qui est habitué de vivre sur pas grand-chose. Mais il y a un avantage à ça. Puis, on a un exemple... qu'on n'a pas accompagné à Québec, là, mais je fais juste le mentionner parce que c'est connu comme histoire. Compagnie Edify, qui est dans les tests non destructifs, Martin Thériault, il est parti d'une entreprise. Il a acheté un petit bout de propriété intellectuelle de l'entreprise qui a quitté, qui n'était plus intéressé par cette ligne d'affaires-là. C'est une entreprise qui est rendue, qui vaut plus qu'1 milliard aujourd'hui. Alors, ça se fait, là. Ça se fait, il y a des avantages de l'expérience qu'on a acquis, puis soit de la technologie, soit des clients, soit des relations d'affaires. Il y a une solidité là, qu'on acquiert avec ça. Donc, c'est pas... puis quelqu'un qui le fait, là, c'est parce que ça fait un petit bout de temps, des fois, là, que ça le titille, cette affaire-là. Cette personnalité-là, soit qu'il va être bien entrepreneur dans son entreprise, ou à un moment donné, il va dire « Non, moi, je suis plus capable d'avoir un boss. » là. Il faut que je me parte à mon compte, il faut que je réalise mon rêve. Essentiellement, ça devient ça. Oui, c'est souvent moins naïf comme décision, puis plus opportuniste, donc plus calculé dans le sens positif du terme. Là. Il y a une possibilité de retombée probablement plus claire pour les gens qui quittent un salaire pour essayer de démarrer une entreprise. Et puis, donc, ils ont effectivement souvent planifié leurs coûts parce que ça leur prend
un petit peu de pécune pour y arriver puis pour pouvoir durer, là. Idéalement, il faut être capable de vivre 2 ans avec les sous qu'on a de côté, ne serait-ce que minimalement pour assurer la survie, pour ne pas être pris après 9 mois à retourner à l'emploi puis laisser tomber son rêve, qui est souvent donc très commercialisable parce que ces gens-là ont une expérience dans le privé, donc une expérience de travail où est-ce qu'il y a des retombées monétaires qui existent déjà. Ouais. Tu sais, moi, je suis plus capable de l'âgiste. Là, souvent, les programmes, des fois, on voit des programmes pour les 18-35 ans. Là, je suis plus capable de voir ces programmes-là quand on limite à l'entrepreneuriat sur, tu sais, la moyenne au Santec, on varie toujours, on essaie toujours entre 32 et 33 ans d'âge moyen. Donc, ça veut dire, tu sais, puis on a 2 entrepreneurs actuellement qui ont dans la début soixantaine. Donc, tu sais, il n'y a pas d'âge pour se partir en affaires, etc. Et aux États-Unis, il y a des études qui ont démontré que l'âge magique pour les entrepreneurs en succès, c'est autour de 45 ans. Donc, parce que justement, des fois, ils ont un bagage d'expérience, puis les équipes qui sont plus jeunes ont intérêt d'aller chercher, tu sais, dans ce qu'on disait, les trios, d'aller chercher des gens justement plus d'expérience pour venir compléter l'équipe, pour venir accélérer ce gap-là que seul le temps peut combler. Peut offrir. Donc c'est ça. Fait que, tu sais, il faut être super prudent par rapport à l'âge. Puis c'est pour ça que des fois, je fais très attention. Si on parle de jeunes entrepreneurs, mais c'est des jeunes entrepreneurs, pas nécessairement dans l'âge. C'est des jeunes entrepreneurs parce que c'est peut-être leur première expérience entrepreneuriale, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont jeunes. Autre phénomène aussi qui est intéressant de voir, qu'on remarque chez nous dans certains cas, des gens qui sont allés travailler dans des startups au départ avant de partir la leur. Fait qu'ils sont allés voir comment ça se passe, la dynamique d'une startup, puis vivre dans cette vibe-là, puis de voir tous les challenges que ça apporte pour se servir de cet apprentissage-là pour lancer leur compagnie. Fait que, tu sais, s'il y a des gens, là, tu sais, qui sont là, puis qui cherchent des fois des stages, qui ont envie de partir d'une entreprise, mais qui sont pas prêtes, mais des fois, ça peut être intéressant d'aller travailler dans une startup justement pour aller chercher cette expérience-là qu'on ne retrouvera pas dans une grande entreprise. Je vais peut-être rajouter à ça, on oublie souvent que les gens qui ont de l'expérience en entreprise ont peut-être l'opportunité de faire de l'intrapreneuriat avant de faire de l'entrepreneuriat. Donc, au sein de leur entreprise, ils ont le temps d'acquérir de l'expérience, je dirais, de gestionnaire, ils ont le temps de voir des problématiques, ils ont le temps même souvent de développer des projets à l'interne qui, à l'externe, seraient une entreprise. Donc, ils acquièrent de l'expérience et c'est certain, s'ils partent de là et ils transposent ça dans une entreprise à l'externe, ils ont acquis de l'expérience. Et ça, c'est tout à fait plausible. C'est sûr, comme Simon disait au début, il y a quand même toute la partie, est-ce qu'ils sont prêts à prendre le risque? Ça, c'est un des points importants. Et si on avait peut-être un petit conseil à leur donner avant, c'est peut-être d'y réfléchir 2 fois avant de sauter, de regarder à l'extérieur, de demander conseil à des gens qui l'ont vécu, qu'est-ce que ça implique, quels ont été vraiment leurs challenges aussi. Parce qu'on entend soit les histoires d'horreur ou soit les histoires à succès. Et on entend un peu moins les histoires de belles petites compagnies qui ont réussi, mais c'est peut-être moins glamour de ce côté-là. Mais dépendant ce que ces gens-là recherchent et qu'est-ce qu'ils veulent, il faut que ça réponde à leurs besoins. Et on peut, comme Richard disait tantôt, on peut lancer une entreprise à n'importe quel âge. Et que ce soit, je pense, dans n'importe quel incubateur, on voit des entrepreneurs de tous les âges. Et c'est important. Et c'est même dans un incubateur, c'est bon cette mixicité-là. Parce que d'avoir des jeunes qui sont très énergiques, qui voient peut-être pas les problématiques ou les défis, quelqu'un d'un peu plus âgé, d'un peu plus d'expérience sur le marché, peut aussi aider ces jeunes-là à passer au travers, même s'ils ne sont pas dans la même entreprise. C'est un beau réseau de jeunes entrepreneurs qui peuvent se parler et s'aider à ce moment-là ensemble.
Oui, ben en fait, on a parlé d'intrapreneuriat. Je pense que c'est toi, Jacques, qui a amené le point. Là. Est-ce une bonne idée, selon vous, là, pour une entreprise d'excuber, de lancer une entreprise avec des employés qui quittent? Est-ce qu'il y a un intérêt pour une entreprise à le faire? Puis si oui, dans quel contexte, en quelques mots? Je pense que c'est une très, très bonne question. Tout dépend de la structure de l'entreprise. Il y en a qui vont favoriser l'entrepreneuriat. On ne se le cachera pas, ça peut être une très, très bonne chose parce que ça peut devenir des fournisseurs pour l'entreprise parce que ces startups-là connaissent extrêmement bien les besoins de cette entreprise-là et de ce secteur-là. Et ça leur permet justement d'avoir des gens peut-être encore plus motivés à résoudre des problèmes et emmener des solutions extrêmement concrètes pour un marché. Donc, oui, ça peut être excessivement profitable. C'est sûr que d'un autre côté, il y a des entreprises qui vont voir ça comme perdre des employés clés. Et ça, c'est toujours difficile à prendre, mais il faut regarder le contexte. Un employé qui n'est pas parfaitement heureux chez vous, c'est peut-être pas non plus le plus productif et le plus performant, mais il peut encore vous être très utile s'il part une start-up à l'extérieur. Et là, ça peut être une situation gagnante pour chaque organisme à ce moment-là. Moi, je pense que c'est une excellente idée dans plusieurs cas, effectivement, de stimuler l'entrepreneuriat, mais aussi de les encourager vers l'excubation. L'excubation, c'est prendre une cellule de recherche et développement qui veut atteindre un certain produit, puis de la sortir de ses opérations, puis ça évite une certaine contamination entre une machine qui est un peu lourde, puis qui est habituée de fonctionner d'une certaine façon, puis de tasser cette cellule-là pour les encourager dans l'innovation, d'autres façons de voir, d'être plus réactifs, puis de s'adapter plus rapidement aux besoins de cette recherche, développement, innovation-là. Je trouve ça super le fun, puis j'espère qu'on va avoir des entreprises excubées chez Quantino prochainement. Je trouve le modèle super intéressant. J'aimerais ça voir ça aller au quotidien. Et il y a toute la course actuellement qu'on entend, la course au talent, puis la course à la main-d'œuvre. On l'entend partout actuellement. On n'a jamais vécu au Québec une pénurie de main-d'œuvre aussi criante que maintenant, dont des gens qui ont des expertises puis qui ont des spécialités. Si on veut se sortir de ce défi-là, du défi de main-d'œuvre, mais il faut aussi que les organisations actuelles sortent du paradigme qu'on va tout faire maison in-house. C'est qu'à un moment donné, il y a intérêt à la place de dire, mais je vais embaucher quelqu'un qui va me développer telle plateforme ou tel outil ou etc., complètement fait maison, de dire, mais je vais peut-être faire un partenariat avec une entreprise en démarrage qui, elle, ne viendrait pas de toute façon travailler chez nous, mais je vais utiliser l'effet de levier du fait qu'elle soit en démarrage pour accélérer l'innovation chez nous. Donc, je pense qu'il y a des paradigmes à changer dans nos organisations pour faire face aux défis d'aujourd'hui. La technologie avance tellement vite que ça va être impossible pour les organisations actuelles de suivre le tempo si elles ne développent pas des nouveaux paradigmes dans sa façon de gérer le talent. Puis pour moi, travailler avec une start-up, qu'elle soit issue de l'interne qu'on a sorti en excubation comme Valérie, ou travailler avec une autre start-up qui est en développement ailleurs, puis créer des partenariats. Mais je pense que la clé est là. Il faut permettre ça. C'est ça qui va accélérer le développement. Sinon, on fait juste le ralentir. Merci, Richard. Je finirais juste en disant que, puis Richard, je fais écho sur de quoi que tu as dit dans notre rencontre préparatoire. Ça fait partie de la stratégie d'innovation de l'entreprise, tout ça. Là. Et ça, c'est un choix. C'est un choix pour l'entreprise. Une entreprise a une stratégie. Puis l'innovation fait partie de sa stratégie parce qu'elle veut améliorer ses produits, elle veut prendre un marché différent, elle veut c'est une stratégie de diversification, peu importe. Mais ça fait partie de la stratégie d'affaires. Puis une entreprise, là, ça fait des choix d'investissement. Et les choix d'investissement, avec les ressources qu'elle a, il faut que ça crée de la valeur. Il faut qu'il y ait une valeur nette au bout du projet d'investissement. C'est plate, mais c'est comme ça. Puis là, la question de l'excubation devient une façon un peu de dérisquer aussi cette innovation-là, puis de le sortir des grandes opérations de l'entreprise, puis d'avoir une petite équipe très agile
qui est plus agile, en tout cas, qui va avoir les ressources, qui va avoir les conditions gagnantes pour créer cette valeur-là, cette innovation-là dans l'entreprise. Donc, c'est un modèle, c'est du cas par cas, ça fait partie des stratégies d'innovation des entreprises. Il faut être prudent. Il n'y a pas de recette miracle, hein, puis il n'y a pas de one size fits all. One size fits all. Ouais, c'est ça. J'ai de la misère à le dire. Voilà. Ouais, puis je vais réagir à quelque chose. C'est un commentaire de Marc Leclerc dans le chat, puis qui est tout à fait juste aussi. C'est que il faut voir ça aussi dans une perspective très macroéconomique dans le développement. C'est-à-dire que si, tu sais, on connaît, tu sais, les questions sont connues, les gaps de productivité au Québec, etc. Tu sais, il faut être plus productif, être plus concurrentiel, etc. Mais pour le devenir, quand les entreprises actuelles sont capables de faire ces maillages-là avec d'autres innovateurs à l'externe, il y a un double effet de levier. Un, on permet à une entreprise établie d'accéder à de l'innovation pour augmenter sa productivité à elle. Et en plus de ça, on permet à un joueur de naître et de devenir potentiellement un leader à l'international dans un segment de marché. Moi, je rêve d'un Québec où un jour, notre réseau d'entreprises va devenir des tremplins à mettre d'autres entreprises qui vont devenir des leaders internationaux. Et c'est ça le changement de paradigme que je parlais tantôt. C'est si on cherche à faire tout par nous-mêmes seulement, c'est qu'on ralentit notre développement dans cette course-là internationale. Puis la technologie est rendue tellement importante partout qu'à un moment donné, on peut pas se priver, tu sais, d'outils plus agiles, mais au final, collectivement, économiquement, on va tous y gagner, que les PME fassent des maillages avec des innovateurs, qu'on fasse de l'excubation, puis qu'on sorte des innovations, puis qu'elles puissent grandir plus vite, parce que collectivement, on va avoir un gain. Et oui, on vit la pénurie de l'emploi, mais tu sais, moi, j'ai pour mon dire que plus économiquement on va devenir intéressant, plus aussi on va attirer des talents de qualité vers chez nous pour venir justement combler ces emplois-là puis participer à cette vie collective-là. Tu sais. Puis, en tout cas, je pourrais partir longtemps, c'est un sujet qui me tient à cœur là, beaucoup, mais je pense qu'on est dans un virage actuellement où est-ce qu'il faut commencer à questionner puis à développer des nouveaux modèles. Oui, mais justement, comme on a pas mal écoulé le temps, là, mais on m'annonce qu'on peut continuer jusqu'à 11h45. Donc, j'espère que les participantes n'auront pas à nous quitter massivement, là, mais on peut encore continuer un peu. Ça m'amènerait, Jacques, je vais te passer la parole, mais pour le troisième sujet qui est je pense qu'il est important d'aborder, là, le financement, là, le nerf de la guerre. Là. On sait que pour se développer, une start-up a nécessairement besoin d'argent. Richard a parlé de vente, c'est une façon. Mais quelles sont les étapes dans la démarche de recherche de financement, là, selon vous? Puis je te donne la parole en premier, Jacques. Ben, en réalité, il y a deux nerfs de la guerre. Il y a le financement et il y a la commercialisation. Je dirais que c'est les deux aspects importants. Lorsqu'on parle d'une entreprise, effectivement, c'est difficile parce que les gens ne sont pas connus, leur technologie n'est pas nécessairement connue, ils n'ont souvent pas pensé à des modèles d'affaires. Les premiers financements, si c'est universitaire, il y a peut-être possibilité de faire des collaborations avec l'université, aller chercher des sous, mais les premiers financements viennent généralement des personnes elles-mêmes ou de leur entourage. Le love money, c'est le premier argent qu'ils vont aller chercher. Après ça, évidemment, on peut penser à tous les types de subventions. Il y a beaucoup de subventions. Dans le quantique, il y a des appels de projets qu'on voit régulièrement passer. Les gouvernements mettent beaucoup d'argent dans tout ce qui est quantique présentement. Donc, c'est possible d'aller chercher de l'argent là. Il y a des prêts aussi qui sont possibles d'aller faire. Il y a des partenariats. On oublie souvent la notion de partenariat pour lever du financement. Un partenaire stratégique peut peut-être vous aider financièrement à mettre de l'argent dans votre projet et à le faire évoluer. Puis le reste, bien évidemment, c'est ce qui est un peu plus connu. Les anges, les capitaux de risque, ils sont présents et ils vont venir à certaines étapes qui vont être importantes. Mais il faut avant tout établir une stratégie de financement. On ne peut pas se lancer là-dedans sans stratégie. Il y a beaucoup de modèles, il y a beaucoup de façons de faire. Il faut être bien accompagné parce qu'on peut commettre des erreurs, que ce soit des erreurs sur
la façon qu'on évalue notre technologie? Est-ce qu'on pense qu'elle vaut 2 millions, 10 millions, 20 millions? Souvent, lorsqu'on a la meilleure technologie au monde, mes collègues vont le confirmer, les gens voient que leur start-up vaut déjà très, 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 très cher, mais ça vaut de l'argent seulement si quelqu'un va acheter tes produits. Donc, de ce côté-là, ça serait peut-être créer une stratégie avec des gens qui connaissent ça. Puis, je vais laisser mes collègues dire des mots aussi là-dessus, mais c'est des points qui sont excessivement intéressants. Donc, l'idée de prime abord vaut ce que les gens sont prêts à payer pour. C'est un peu ça que tu disais, Jacques? C'est comme une œuvre d'art. Combien vaut une œuvre d'art? Que quelqu'un vienne me dire c'est quoi la valeur d'une œuvre d'art? Ça dépend beaucoup des yeux de la personne qui la regarde. Donc, en entrepreneuriat, c'est peut-être pas aussi subjectif parce qu'il y a quand même certains paramètres importants, mais en début de parcours, c'est très difficile d'établir la valorisation d'une compagnie, puis etc. Puis je partage tout à fait l'optique de Jacques. Souvent, une compagnie en démarrage doit avoir une vision à peu près de ce qu'elle a de besoin pour les 12 à 18 prochains mois par rapport à des indicateurs de performance qu'elle doit atteindre, avec un petit 15% peut-être de contingence à l'intérieur de ça. Et c'est la meilleure façon de développer son entreprise, puis après de dire, mais où est-ce que je peux aller chercher ces sources de financement-là? Et avant d'aller dans le capital de risque, parce que oui, le capital de risque est important, mais c'est pas la première option. Je vais avoir tendance à aller chercher toutes les options avant le capital de risque. Et le capital de risque, dans le fond, il faut qu'il serve vraiment de booster à l'entreprise pour accélérer l'atteinte d'indicateurs de performance. Mais si je vais chercher du capital de risque pour payer l'épicerie, puis payer mon compte d'hydro, mais c'est peut-être pas une bonne nouvelle dans le développement de l'entreprise. C'est peut-être pas la bonne optique parce que, heureusement, au Québec, on est choyé. On a beaucoup de programmes de subventions, etc., à gauche puis à droite, qui nous permettent d'aller chercher du non dilutif, puis du love money qui nous permet des fois de déclencher ces processus-là d'effet de levier. Je vais peut-être ajouter un point important aussi. Lorsqu'on établit nos besoins financiers, souvent, les gens qui partent leur entreprise veulent se verser des salaires souvent en fonction de leurs compétences qu'ils ont acquises. J'ai un doctorat sur le marché, je vaux combien et tout ça. Lorsqu'on part une start-up, il faut oublier notre background et dire on est un entrepreneur. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'entreprise réussisse? Et à ce moment-là, au niveau salarial, il y a souvent des sacrifices à faire dès le départ. Et ces sacrifices-là vont se transformer de toute façon avec la prise de valeur de votre entreprise parce que vous êtes actionnaire de votre entreprise. Donc, dans la balance, il faut toujours se mettre en tête qu'on n'est plus un PhD, on n'est plus un avocat, on n'est plus un médecin, on est un entrepreneur. Et quand je pars mon entreprise, qu'est-ce que ça vaut? Puis vous allez établir vos besoins financiers avec ça. Et ceux qui vont regarder, qui vont vouloir investir de l'argent dans votre entreprise, ils vont regarder tous ces besoins financiers-là que vous avez. Et dépendant de ce que vous mettez, ça peut être des irritants pour beaucoup de gens qui pourraient vous aider aussi. Donc, besoin financier, Jacques, tu le mentionnes. Richard a mentionné 18 mois, avoir des fonds pour rouler 18 mois. Est-ce que, Simon, Valérie, vous avez quelque chose à rajouter là-dessus? Ben, c'est assez standard. Hein? On est tous là, par ailleurs, pour accompagner les entrepreneurs dans leur demande de financement, surtout quand ils sont déclenchés par leur présence dans un incubateur, un accélérateur. Des fois, on les aide à passer au-delà de ça, dans les stratégies, il y en a qui partent avec des intentions de Kickstarter, puis il faut juste qu'ils soient très conscients de ce que ça veut dire, un Kickstarter, c'est une job à temps plein. Il y en a d'autres qui ont plutôt des stratégies d'aller chercher des membres pour se former un comité aviseur contre des tokens, mais dans la perspective de les avoir comme potentiels investisseurs dans un deuxième temps. Ça peut être très, très créatif, la façon de faire la structure financière de l'entreprise, là, de son plan de financement à terme. Vas-y, Simon. Moi, 2 commentaires finaux là-dessus, en ce qui me concerne. D'abord, un qui a trait à la perspective de l'entrepreneur. L'entrepreneur, il veut essayer de se diluer le moins possible puis le plus tard possible. Donc, on essaye dans l'accompagnement puis dans
on essaie de trouver du financement non dilutif le plus possible, donc aller vers les appels de projet, le financement public, etc. Une fois que le financement dilutif est nécessaire et donc on n'a pas le choix d'y aller parce qu'on a besoin de ces sommes-là, c'est pas juste des fois, c'est une question d'argent, mais il faudrait idéalement trouver un fonds qui a une expertise qui va nous aider. Et donc, pas juste d'amener de l'argent, mais amener aussi un réseau de contacts, des conseils d'affaires, du mentorat ou peu importe, parce que les fonds peuvent amener ça également. Donc, il y a ça qu'il faut tenir compte aussi. Excellent. Peut-être juste pour terminer, un dernier petit conseil sur le financement. Une ronde de financement, ou en tout cas, la façon de financer sa compagnie, c'est pas parce que j'ai un problème de liquidité pour le mois actuel. Ça se prépare 6 à 9 mois d'avance. Donc, et ça, c'est une erreur souvent que les entrepreneurs ont, c'est qu'elles préparent ces stratégies-là beaucoup trop tard quand ils ont besoin de l'argent. C'est justement le contraire. C'est quand tu n'en as pas de besoin qu'il faut que tu commences à travailler ce que tu vas avoir besoin à moyen long terme. Et ça, c'est super important parce que c'est pas vrai que les subventions, tu vas les avoir dans une semaine, dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois, ou même des investissements en capitaux de risque. Là, c'est quelque chose qui se prépare. Et je terminerai peut-être juste, essayer de trouver du financement stratégique. Un financement qui va donner une valeur à votre entreprise. Parce que on peut prendre du financement de partout, mais ça peut créer des problèmes par la suite. Donc, essayez de trouver des sources de financement qui vont vous emmener des réseaux, qui vont vous emmener, comme Valérie disait, que ça peut être des gens qui vont investir dans votre entreprise après, mais qui vont apporter aussi une valeur ajoutée à votre entreprise. Donc, c'est le dernier petit conseil que je donnerais au niveau financement. Excellent. Oui, ben merci encore une fois à tout le monde. On va passer au quatrième, parce que le temps file toujours. Donc, on va passer à la quatrième section, parce que je pense que sur le financement, on pourrait rester collé là encore un peu. Collaboration entre les startups technologiques, quantiques, puis les entreprises établies. Je pense qu'on a, Richard, si je me souviens bien, en a glissé un mot presque d'entrée de jeu, là. Mais c'est vrai que les startups apportent souvent des expertises puis des technologies émergentes qui peuvent être intéressantes pour beaucoup d'entreprises. Mais c'est quoi l'intérêt d'une entreprise établie de travailler avec une start-up? Sauver du temps, demeurer concurrentiel. Mitiger les risques. Je dirais, là, rapidement, là, c'est les 3 affaires. Par exemple, si comme je disais tantôt, oups, on a perdu Simon. Mais, comme je disais tantôt, surtout avec les défis de main-d'œuvre qu'on a actuellement, si tu cherches à faire toute maison, il suffit que cette personne-là accepte un poste à l'extérieur, tu te retrouves avec un trou, puis tu n'es plus capable de faire du développement. Tandis que si tu as travaillé avec une start-up dont le principal modèle d'affaires est la vente de cette solution-là, mais elle a intérêt à toujours faire rouler la boîte, puis c'est pas parce que ils sont en problème de recrutement d'une ou 2 personnes dans leur équipe que le produit sera plus en marché. Tandis que quand tu fais tout in-house, puis tu as toutes tes solutions, ils sont faits maison, mais un joueur clé perdu dans l'organisation, là, ça peut être hyper difficile à remplacer, puis ça peut créer un paquet de problèmes pour l'organisation parce que ça peut briser la continuité des affaires. Tu y vas-tu, Valérie? Ou Vas-y, Jacques. Moi, ce que je rajouterais peut-être sur ce point-là, ce qui peut être intéressant, ça peut faire des équipes de recherche pour des entreprises qu'elles n'ont pas les moyens de se payer. Dans un sens que les startups ont des expertises à la fine pointe souvent de la technologie, elles connaissent très, très bien leur secteur et elles sont capables d'apporter des solutions novatrices pour des entreprises déjà en position. On voit beaucoup ça, je dirais, dans le secteur des biotechnologies. On a les petites biotech qui poussent et on a les grandes pharma qui sont là et qui travaillent de concert avec les petites biotech, toutes les nouvelles petites technologies. Et avec le quantique, c'est sûr, c'est un peu plus nouveau, je dirais, comme techno, mais il faut créer aussi, je dirais, le même momentum. Mais pour ça, il faut que les entreprises comprennent ce que les technologies quantiques
peuvent apporter à leur entreprise. Il y a de plus en plus de choses qui se font, mais on n'est pas encore à ce niveau-là. Et on espère le devenir dans les années à venir. Et dépendamment du souhait des entreprises et des startups, bien sûr. Bonjour Simon, bon retour. Oui, de retour. Alors, dépendamment du souhait de chacun, c'est aussi une bonne façon pour les entreprises de voir si cette technologie-là, ça serait un bon investissement parce qu'éventuellement, ils peuvent investir dans la compagnie. Donc, au lieu de partir en embauche puis d'essayer de trouver l'équipe championne qui comblerait ces besoins-là, en s'associant avec une entreprise, ils sont capables de faire une espèce de due diligence, de voir si ça fonctionne bien, s'il y a un fit entre les partenaires, entre les personnes, entre les équipes, ce qui est très, très, très important en 2021. Et éventuellement, ils en arriveront peut-être à un deal d'affaires. Mais je vais faire du pouce sur l'investissement. Hey, André, on a trop de... Ah oui, je me rends compte, là. C'est dommage qu'on soit parti un peu en retard. Mais juste pour dire vite, vite que le gouvernement Investissement Québec a mis en place, ça existe depuis janvier, le capital synergie, qui vise justement à permettre à des entreprises établies d'investir en capital action dans des entreprises innovantes. Et on commence à voir sur la scène internationale certains changements de paradigme, donc c'est-à-dire que des compagnies vont investir en capital action dans des startups et elles vont accepter que ces startups-là vendent même leurs solutions à leurs compétiteurs parce qu'ils vont utiliser cet investissement-là comme effet de levier. Donc, ça m'est à la fois utile comme entreprise, mais à la fois, ça me permet d'aller gruger un peu de partie de l'utilisation de mes compétiteurs, de leurs revenus pour générer moi-même des revenus. Donc, c'est intéressant aussi comme réflexion pour certaines organisations. Là, le temps est écoulé, mais je vais poser ma dernière question. Je dirais uniquement à Simon qui peut-être manqué le préambule de la discussion là, mais l'idée, c'est, on dit souvent que le premier client pour une startup est très important, puis pourquoi est-ce aussi important, puis qu'est-ce que ça veut dire pour une startup là, de focaliser sur son premier client? Je pense que l'important, c'est ton test ultime sur ton produit minimum viable. Alors, ton premier client, là, c'est celui qui va te donner le plus de feedback sur ton produit. Puis c'est avec lequel tu vas l'avoir idéalement, tu vas l'avoir impliqué, en fait, dans le développement de ton produit, dans la définition des specs, puis de s'assurer que ça fit vraiment avec son besoin. Fait que pour moi, le premier client, c'est l'expérience ultime sur le terrain qui fait que ça fonctionne, puis que ton premier client, ben, dans la littérature, on dit faut que le chien mange les croquettes. Là. Faut que tu démontres que ton client veut. Fait que ton premier client, il est super important parce que c'est ça. Par contre, il y a un danger. Le danger, c'est que ce client-là soit un early adopter, puis que ça reste un early adopter, puis que ça se transpose pas dans une table de clients normale, qui va générer du cash flow, qui va générer un flux monétaire constant. Alors, il faut traverser, faut rapidement traverser ça parce que des fois, les premiers clients, c'est pas les vrais clients que tu vas avoir, les vrais de vrais, là. Ça va être ceux qui sont des amoureux de technologie puis qui vont tout acheter, dans le fond, là. Qui vont se garrocher sur toutes les nouvelles tendances technologiques. Alors, faut être prudent. C'est un beau succès, mais il faut faire attention. Il y a une étude que moi je regarde, que je cite souvent quand j'accompagne les entrepreneurs, puis ça a été fait avec des milliers d'entreprises. Les entreprises qui focusent trop rapidement, je comprends l'importance de la vente, là, mais qui focusent trop rapidement sur une première vente sans être à côté sur le besoin de masse, vont se planter dans une proportion beaucoup plus importante que les entreprises qui vont avoir fait leur démarchage de définition de besoin sur la masse et qui vont, elles, à ce moment-là, quand ils vont lancer le produit pour vrai, là, avoir une traction beaucoup plus importante et durable auprès de la clientèle. Fait que, le premier client est hyper important, mais il faut faire attention que cette victoire-là ne soit pas éphémère.
Parfait, bien, merci. Bien, on passe au mot de la fin à ce moment-ci. Puis, ayant manqué le début moi-même, je ne sais pas si le fait a été abordé là, que les 4 incubateurs et accélérateurs autour de la table ont signé une entente de partenariat puis forment le consortium des incubateurs quantiques du Québec. Si tel n'est pas le cas, j'inviterais David. De toute façon, j'invite David Nollet, là, mon invité surprise, qui a participé à l'organisation de cet événement-là, à venir vous glisser un mot là, sur le consortium, si ce n'est pas déjà fait. David? Oui, bon, merci André. J'ai eu l'occasion de glisser un mot au début, mais juste pour vous rafraîchir la mémoire, donc les quatre incubateurs qui sont représentés ce matin dans le panel forment le consortium des incubateurs en entrepreneuriat quantique. Puis donc je suis chargé de projet pour ce consortium-là. Donc tout projet d'entreprise en lien avec les technologies quantiques, je regarde ça, je suis impliqué, je m'assure que le meilleur service possible soit offert aux startups. Donc, je m'assure de faire le lien, d'organiser des activités. Je viens de terminer d'organiser un bootcamp d'ailleurs avec les startups où 18 startups impliquées dans les technologies quantiques ont participé. 11 ont fait un pitch à la fin. Il y avait 30 000 $ de prix qui ont été remis. Donc, c'est ce genre d'activité-là que le consortium organise, que le consortium entretient. Donc, peut-être pour terminer, je vous invite pour les prochaines minutes de réseautage, là, si vous voulez me contacter, ça va me faire plaisir. Je vais vous donner mon adresse courriel sans problème. On peut se planifier une rencontre pour en parler. Donc, vous pouvez me contacter moi, contacter les incubateurs. Donc, on va se lancer la balle. Là. Vous travaillez tous ensemble, c'est ce que je comprends. Ben, merci David. Encore merci à nos panélistes, là, Valérie, Jacques, Simon, Richard, pour les bons conseils. Puis à vous toutes et tous là, qui nous avez écoutés, puis si vous êtes encore là, parce que je n'ai pas vraiment de regard là-dessus, ben merci pour votre présence. C'est pour vous que cet événement-là avait été organisé. Puis si vous désirez en savoir plus, ben je vous invite à demeurer dans la plateforme Rémo. Nos panélistes vont demeurer là aussi encore disponibles pour répondre à vos questions. Donc, je vous invite à aller explorer la plateforme puis à vous asseoir à la table avec les autres participants puis nos panélistes. Et puis ben en fait, bonne continuation. Puis merci encore une fois à vous. Merci à tous d'avoir été là. Merci. Merci. Merci beaucoup.